L'intérieur douillet du bus de banlieue d'époque respirait la chaleur, enveloppé par les douces mélodies de la musique chanson. Au volant, Buck siffle un air joyeux, jetant de temps à autre un coup d'œil sur le sommeil paisible de ses passagers. Le chef d'orchestre, quant à lui, marmonne: « Je suis complètement épuisé aujourd'hui, j'ai l'impression que mes jambes vont lâcher. Les discussions incessantes avec les passagers pendant la journée m'épuisent complètement. Lorsque je rentre à la maison, je suis trop épuisé pour prononcer un seul mot, alors qu'un tas de tâches ménagères m'attendent, sans parler de mon fils qui a besoin d'attention et de mon mari qui attend le dîner. C'est trop parfois. » Buck secoua la tête d'un air compatissant. « Je comprends tout à fait. Malgré l'épuisement, je trouve du réconfort dans mon travail. Être sur la route, rencontrer de nouvelles personnes, vivre des aventures, c'est ce qui me fait avancer. Et Hilda, elle a été ma compagne contre vent et marée. Nous avons affronté les défis de la vie ensemble, comme un fil tissé par une aiguille. Bien que nous n'ayons pas d'enfants, nous avons trouvé notre bonheur dans d'autres choses, comme notre maison d'été. La récolte abondante de tomates, de concombres et maintenant de pommes nous réjouit. Nous prévoyons même de faire du jus de fruits maison pour nos amis, un petit plaisir au milieu du chaos de la vie. Et la serre que j'ai construite pour Hilda, voir son bonheur en vaut la peine. » Le chef d'orchestre s'esclaffe: « Vous êtes un phare de positivité, Buck. Votre description des plaisirs simples de la vie est vraiment appétissante. Je suis là, à me plaindre de mes propres malheurs. » Buck sourit en lui-même et pense à sa femme bien-aimée, Hilda. Elle était son ancre, sa confidente, son tout. Ils s'étaient rencontrés dans leur jeunesse, en dansant pour oublier leurs soucis. Le dévouement d'Hilda en tant qu'infirmière, qui prenait soin des autres, était admirable. Elle n'a jamais failli dans son soutien à Buck, même lorsqu'il poursuivait sa carrière sur la route, conduisant des camions sur de longues distances. Son amour inébranlable l'a soutenu tout au long des kilomètres. Cependant, l'âge aidant, Buck a trouvé de plus en plus difficile d'entreprendre des voyages au long cours. Il s'est donc mis à conduire des bus de banlieue, une décision prise avec la bénédiction de Hilda. Malgré leur désir d'avoir des enfants, le destin en a voulu autrement. Malgré de nombreux examens, ils n'ont trouvé aucune raison médicale à leur absence d'enfants, mais ils ont enduré ensemble le chagrin des fausses couches. Malgré tout, leur amour est resté inébranlable. Bien qu'elle ne l'ait jamais manifesté extérieurement, il l'a toujours rassurée sur son amour et son engagement inébranlable, lui promettant de toujours rester à ses côtés. Ensemble, ils ont adopté un charmant petit chien nommé Bucky, dont Hilda s'est occupée avec diligence. Vêtu de salopettes et de pantoufles, il se promenait avec Bucky dans le parc et le baignait avec amour. Bucky, à son tour, adorait ses doux maîtres. Alors que l'homme achève son dernier voyage et se dirige vers le dépôt de bus, le temps se gâte, la pluie tombe et le vent souffle, faisant osciller violemment les branches d'arbres et obstruant la visibilité. C'est alors qu'il aperçoit deux silhouettes éclairées par ses phares. Malgré l'heure tardive et l'absence d'arrêt de bus, il décide de s'arrêter, observant les deux individus qui s'approchent précipitamment. Un homme âgé et un jeune enfant d'environ 7 ans émergent de l'obscurité détrempée par la pluie. L'enfant boitait, aidant son grand-père. C'est un drôle de spectacle, se dit Buck. Où pouvait-il bien se rendre à pied à une heure aussi tardive? Pris d'un élan d'empathie, il ouvre la porte. Les voyageurs trempés montent avec reconnaissance dans le bus. Le jeune garçon, malgré sa claudication, s'occupe tendrement de son grand-père malade, qui communique silencieusement par des gestes et des mouvements, en pointant le garçon du doigt. Finalement, le garçon a pris la parole, exprimant sa gratitude pour le trajet tant attendu. Se présentant sous le nom de Spencer et son grand-père sous celui de Monsieur Robbins, il explique leur situation désastreuse, à savoir qu'ils doivent se rendre d'urgence à la banque de Green Street. Touché par leur situation, Buck accepte la responsabilité, même s'il sait que la banque est fermée à 7 heures. Il leur propose donc de les héberger chez lui pour la nuit, en leur promettant de les emmener à destination le lendemain matin. Les larmes coulent dans les yeux du vieil homme, qui lève les mains vers le ciel en signe de gratitude. L'enfant a lui aussi exprimé son soulagement et sa gratitude, demandant à emmener un chiot errant qu'il avait trouvé près de l'arrêt de bus,
craignant pour sa sécurité s'il le laissait derrière lui, témoin de la gentillesse et de la compassion de l'enfant au milieu de ses propres problèmes. Le cœur de Buck se gonfle d'admiration. Malgré ses propres difficultés, il trouve du réconfort en tendant une main secourable à ceux qui sont dans le besoin. Entré dans la scène, un moment animé se déroule alors qu'un chiot fait ses débuts. L'importance de cet événement résonne dans l'air. Avec un sourire réconfortant, l'homme répond, « C'est tout à fait vrai. On ne peut pas abandonner un ami », il ajoute, « J'ai un compagnon à fourrure qui m'attend à la maison. Mon affection pour lui ne connaît pas de limite. J'espère que mon Bucky et votre chiot tisseront des liens. » Pendant ce temps, le chiot timide regardait timidement sous la veste du garçon, en émettant de doux gémissements. Tendrement, le garçon caressa la fourrure humide du chiot en lui murmurant des paroles rassurantes. « N'aie pas peur, Duc. Tu es en bonne compagnie maintenant, tout ira bien. Tu vois, je ne t'ai pas trompé. Tu es mon ami. » Inébranlable tout au long de ce voyage. Saisissant un moment de tranquillité, le vieil homme s'assoupit, curieux. Bucky demande au garçon, « Pourquoi boites-tu ? Dois-je t'accompagner à l'hôpital pour un examen ?» L'enfant secoue la tête, racontant une ancienne blessure due à un accident de vélo, expliquant, « J'ai porté un plâtre, mais ma jambe n'a pas bien cicatrisé. Les médecins ont dit que c'était pour cela que je boitais. Pas besoin d'une visite à l'hôpital. J'ai une mission à accomplir. » À leur arrivée chez Bucky, Spencer est accueilli avec étonnement par Hilda, qui cligne des yeux à plusieurs reprises avant d'accueillir chaleureusement les invités. Elle s'exclame, « Bonsoir. Quelle belle surprise, Buck. Ce sont tes compagnons, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ? J'aurais préparé un dîner spécial. » Elle s'empressa de mettre la table, son regard se posant sur le chiot qui se cachait derrière la veste de Bucky. Spencer se présenta, ainsi que son grand-père, Mr. Robbins, ainsi que Duc, en exprimant son inquiétude pour le chiot affamé. Hilda, compatissante, suggéra de donner un bain à Duc pour éviter tout accident de tapis. Avec l'aide de Spencer en l'espace de 30 minutes, tout le monde a dégusté un délicieux dîner, suivi d'un thé et de friandises. Le chiot, qui s'était régalé de la nourriture de Bucky, explora curieusement les alentours avant de s'installer à ses côtés. Hilda s'occupa de l'hébergement des invités et prit soin de leurs affaires, s'assurant qu'elles étaient sèches après les aventures de la journée. Spencer s'endormit avec satisfaction, se sentant en sécurité. Le lendemain matin, Bucky prit sa journée pour accompagner leurs nouveaux amis à la banque, s'assurant que les inquiétudes de Spencer étaient prises en compte. Située au centre de la ville, la banque, bien que peu familière, grouillait de clients. Ils se heurtèrent à la résistance du garde à l'entrée, qui se hérissa lorsque Spencer demanda à voir le banquier rapidement. Intransigeant, le garde insiste pour que la file d'attente soit respectée. Ailleurs, Buck prend la décision d'intervenir. « Excusez-nous, mais il s'agit d'une situation complexe, » explique-t-il. Vous voyez, le vieil homme est incapable de parler, mais le garçon fournira tous les détails nécessaires. Permettez-nous de contourner la file d'attente, c'est une question de vie ou de mort. Le garde, d'un geste de la main, les escorte rapidement jusqu'au bureau du directeur. Une fois installé dans le bureau, Monsieur Rotindy, un homme sévère au crâne dégarni et aux lunettes, exprime son mécontentement et les exhorte à faire vite. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » grommelle-t-il. Spencer sort un dossier de son sac à dos et le tend avec insistance. « Voici tous les documents que ma grand-mère m'a confiés. Débloquer ses fonds, elle est à l'hôpital et doit subir une opération d'urgence. » Le banquier examine les documents avec réticence pendant un long moment. Bien que les détails du compte, le passeport de la grand-mère et la procuration semblent en ordre, le directeur hésite à débloquer une somme importante. « Je ne débloquerai pas de fonds maintenant, » a-t-il affirmé avec force. « Faites venir Madame Robbins. Cette procuration semble suspecte. Sinon, j'appuierai sur le bouton d'alarme et vous devrez vous expliquer devant la police. Bonne journée, vous êtes libre de partir. » L'enfant en détresse ne peut retenir ses larmes en plaidant. « Je ne mens pas. Ma grand-mère est malade et a besoin d'aide.
Elle économise depuis des années, pourquoi ne me croyez-vous pas? Buck est intervenu, faisant appel à la compassion, mettez-vous à la place de ceux qui ont moins de chance. Les documents sont en règle, pourquoi leur refuser l'accès à l'argent? En réponse, le directeur convoque le garde et confronte Buck, mettant en doute son implication. Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi protégez-vous autant ce gamin? Si c'est urgent. Laissez le titulaire du compte venir le clôturer. La conversation est terminée. Malgré les protestations et les larmes, le garde fait sortir tout le monde. Buck s'approcha de Spencer, questionnant le silence du garçon au sujet de sa grand-mère plus tôt. Allons la voir, nous pourrons peut-être l'aider nous-mêmes, propose Buck en larmes. Le garçon explique, ma grand-mère m'a dit de me taire, de peur que des voleurs ou des bandits ne nous dévalisent. Buck donne à Monsieur Robbins une feuille de papier et un stylo pour poursuivre la conversation. Il note les coordonnées de l'hôpital et s'y rend immédiatement. Malheureusement, de sombres nouvelles les attendent. Le médecin, épuisé, leur dit avec tristesse, « J'ai le regret de vous informer que la défaillance cardiaque de Madame Robin s'est aggravée. Probablement exacerbée par le stress, ce qui a entraîné une crise cardiaque. Elle est actuellement dans un état critique à l'unité de soins intensifs. » En entendant cela, le grand-père de Spencer s'est serré la poitrine et s'est effondré. Les infirmières l'ont rapidement placé sur un brancard et le médecin a demandé de l'emmener d'urgence dans la salle d'examen, car il soupçonnait qu'un autre patient souffrait d'un problème cardiaque. Allez chercher les documents de l'homme. Il se peut que nous devions l'admettre dans notre service, s'exclame le médecin. Spencer s'écrie en chuchotant, grand-père, attends. Pourquoi me laissez-vous seul? Où dois-je aller maintenant? Je ne veux pas aller chez maman, elle va encore me battre. Hilda, qui était également arrivée à l'hôpital, prit le garçon dans ses bras, le serra contre elle et lui caressa doucement la tête. Essayant de le consoler, elle lui dit, ne pleure pas, Spencer. Personne ne te quittera, tu vas venir avec nous et rester un peu. Grand-père aussi a besoin d'aller mieux. Tu peux voir à quel point il est faible. Nous irons le voir et nous essaierons d'aider ta grand-mère. Buck prit le médecin à part et lui demanda, dites-moi franchement combien d'argent il faut pour l'opération et le traitement? Nous n'avons pas beaucoup d'argent maintenant, mais je veux vraiment aider ce pauvre garçon et sauver sa grand-mère. Le médecin, sans mâcher ses mots, répond, je ne sais pas comment son corps va réagir, mais la situation est grave, surtout compte tenu de son âge. Elle a déjà plus de 80 ans, mais nous ne pouvons plus attendre, je ne suis même pas sûre qu'elle supportera une opération aussi difficile, mais cela vaut la peine d'essayer. Excusez-moi, je reviens tout de suite, son mari est lui aussi en mauvaise santé. Buck et Hilda, des gens simples aux moyens limités, ont commencé à demander de l'aide à des connaissances et à des amis fidèles. Grâce à leurs efforts collectifs, ils parviennent à réunir les fonds nécessaires à l'opération, ce qui procure une immense joie, en particulier à Spencer, qui s'accroche à l'espoir d'une guérison rapide de ses grands-parents. Cependant, le miracle tant attendu ne s'est pas produit. Buck et Hilda n'ont eu qu'une demi-journée de retard lorsqu'ils se sont précipités à l'hôpital pour informer le médecin qu'ils avaient l'argent et qu'ils pouvaient programmer l'opération. Il était déjà trop tard, Mrs. Robbins était décédée. Cette nouvelle est un coup dur pour tout le monde, en particulier pour Spencer, qui sanglote sans retenue, enfouissant son visage dans l'épaule d'Hilda. C'est la faute de ce terrible homme. S'il avait donné l'argent à ma grand-mère à temps, elle serait encore en vie. Je le méprise. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. 3 jours plus tard, Monsieur Robbins décédait à son tour, rejoignant sa femme au paradis. Spencer était rempli de chagrin et se renferma sur lui-même. Hilda fait de son mieux pour le réconforter, puis lui demande gentiment, « Où sont tes parents? Nous devons les informer de la mort de tes grands-parents. Ils voudront faire leurs adieux et organiser leur enterrement. » Cependant, à la mention de ses parents, le garçon s'agite et répond, « Nous vivons au village, ma mère boit beaucoup et se dispute avec mes grands-parents. Ils ont souvent des problèmes à cause d'elle. Elle me tire par l'oreille et me traite de paresseux,
de bâtard, et mon père est en prison. Je ne veux pas rentrer à la maison, ne me renvoyez pas, je m'enfuirai de toute façon. Maman est méchante et elle n'aime personne. Elle détestait grand-mère et grand-père. Elle leur a pris leur pension et les a battus. Spencer se couvre le visage de ses mains et sanglote inconsolablement en disant « Personne n'a besoin de moi et de Juc. Seule grand-mère et grand-père m'aimaient, et maman n'a pas besoin de moi. » Hilda ressentit une immense pitié pour ce pauvre petit garçon qui avait perdu les deux personnes les plus importantes de sa vie. Elle le serra fort et lui murmura « Ne dis pas ça, Spencer. Nous avons besoin de toi et du petit Juc. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous t'aimerons et ne te donnerons à personne. Juc aime aussi vivre ici. » Bucky et lui sont amis. Spencer regarda Hilda avec des larmes dans ses grands yeux bleus et lui demanda « Tu ne vas vraiment pas me laisser ? Je promets d'être sage et de ne pas être gâté. Je sais même faire frire des pommes de terre et laver le sol. » Hilda, étonnée par le chagrin de ce petit garçon, lui répondit « Spencer, les enfants ne devraient pas laver le sol. Ils doivent jouer, apprendre et profiter de la vie. C'est à cela que sert l'enfance. Ne t'inquiète pas, Buck et moi sommes là. Tout ira bien, tu verras. » Hilda et Buck se consultèrent et décidèrent de tout découvrir par eux-mêmes. Si l'enfant était en état de choc après la mort de ses grands-parents bien-aimés, peut-être était-il simplement rancunier envers sa mère, et peut-être n'était-ce pas aussi grave qu'il n'y paraissait. Il était difficile de croire qu'une mère puisse être si terrible que son enfant la déteste et ne veuille pas vivre avec elle. Incroyable, Buck s'est dit que si la famille était dysfonctionnelle, l'officier de police local devait être un visiteur fréquent chez eux. En apprenant la tragédie qui avait frappé la famille Robbins, l'homme s'est senti obligé de tendre la main à Buck, le policier local, en se rendant immédiatement au commissariat. Le cœur lourd, Paul assimile le récit de Buck et exprime ses sincères condoléances pour la perte de M et Madame Robbins, qu'il considérait comme des membres respectables de la communauté. En évoquant le couple, il se souvient de Madame Robbins comme d'une enseignante à la retraite, réputée pour son sens de l'humour. Robbins, une enseignante à la retraite réputée pour son dévouement, qui lui avait même enseigné les mathématiques, ainsi qu'à ses enfants. Monsieur Robbins, serrurier émérite, était également estimé pour son savoir-faire. Cependant, leur fille Megan était une source d'inquiétude depuis son plus jeune âge. Conflit avec ses camarades, fugue et délinquance à partir de l'âge de 15 ans. Elle est revenue de la ville enceinte de son petit ami Tony, ce qui a incité ses parents à organiser un mariage dans l'espoir de rétablir la stabilité. Malgré leurs efforts, le penchant de Megan pour les problèmes a persisté, marqué par l'abus d'alcool, la négligence de son fils Spencer et la fréquentation de personnages peu recommandables. La jalousie de Tony et la violence qui s'ensuit ne font qu'exacerber la situation, ce qui lui vaut d'être incarcérée pour meurtre. Madame Robbins, accablée par les abus, s'était confiée à Paul, dissimulant ses craintes sous plusieurs couches de vêtements. Malgré les avertissements et les tentatives d'intervention, Megan est restée indifférente, qualifiant sans ménagement Spencer de sale gosse de Tony et exprimant son apathie à l'égard de son bien-être. Buck secoue la tête, consterné par les souffrances endurées par Spencer. Pendant ce temps, le policier propose de rendre visite à Megan, espérant que l'annonce de la mort de ses parents puisse la faire changer de comportement. En arrivant à la maison familiale délabrée, ils sont confrontés à la négligence des lieux. Frappant avec insistance, ils finissent par réveiller Megan, qui semble ébouriffée et en état d'ébriété. Paul, adoptant un ton sévère, l'interroge sur ses allées et venues et sur le bien-être de son fils. La réponse de Megan était défensive et évasive, son comportement reflétant les effets de l'alcool et de la désillusion. En pénétrant dans la sombre demeure, Paul et Buck sont confrontés à la triste réalité de la situation de Megan, un rappel brutal des défis auxquels sont confrontés ceux qui sont pris dans des cycles de négligence et de dysfonctionnement. Megan est partie quelque part, dit Paul d'un ton sec. Honte à toi, Megan, poursuit-il en la regardant boire pour oublier son chagrin. Vos parents sont décédés à l'hôpital, et votre fils est orphelin, avec une mère encore en vie. La femme a octé et a répliqué, je n'ai pas d'argent pour les enterrer. Laissons l'État s'en occuper.
Je prendrai Spencer, bien sûr, je recevrai une allocation pour lui, je ne recevrai plus la pension de mes parents, j'ai besoin de quelque chose pour vivre. Buck regarde le policier, et en silence, ils comprennent tous les deux la gravité de la situation. Le policier avait effrayé Megan en lui disant, « Vous ne récupérerez jamais Spencer, il est toujours dans l'orphelinat que vous avez abandonné, laissé avec sa grand-mère âgée et son grand-père malade. Maintenant, tu n'essaieras même pas. » Megan sourit soudain et s'écrie, « Oh vraiment? Alors, sors d'ici et enterre-les toi-même, et je m'occuperai de Spencer. » Buck, horrifié, se tourne vers Paul et lui demande, « Quel genre de mère est-ce là? Elle n'a même pas l'air d'une femme. Écoutez, Spencer a peur d'elle et la déteste. » Paul poursuit, « Nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous sommes des gens honnêtes. Nous aimons ce garçon comme s'il était le nôtre. Comment pourrions-nous l'adopter? Pouvez-vous imaginer ce qui lui arrivera si Megan le prend? Il pourrait devenir un criminel, un alcoolique. » Le policier soupire lourdement et répond, « Vous avez raison sur toute la ligne. Nous ne pouvons pas rendre le garçon à cette mère perturbée. Je vais essayer de vous aider. Je vais recueillir des témoignages dans tous les villages. En attendant, tu dois rassembler les documents nécessaires à l'adoption et travailler à la révocation des droits maternels de Megan. Elle n'a besoin de Spencer que pour les allocations familiales. Je ferai ce que je peux pour aider aux funérailles. » Buck remercia le policier, surpris qu'il ne soit même pas lié à Megan ou à sa famille. « C'est rare de nos jours, dit-il. » Buck hésite et murmure, « Nous sommes tous des êtres humains. Nous marchons tous sous l'égide de Dieu. Hilda et moi n'avons pas eu la chance d'avoir des enfants, et il semble que Spencer nous ait été légué en tant que fils ou petit-fils. Je crois qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. » Le policier s'est occupé de tout et le couple âgé a été enterré dans les règles de l'art. La moitié du village a assisté à la veillée funèbre, et alors qu'ils commençaient tous à partir, il était clair que les actions de Megan avaient eu un impact durable sur la communauté, mais l'amour et le soutien de Buck et Paul allaient permettre à Spencer de trouver un foyer aimant et une chance d'avoir une vie meilleure. Dès l'arrivée de Megan, des larmes coulent sur son visage et elle se tord les mains de détresse, mais les villageois la regardent avec désapprobation. Roval Spencer aperçoit sa mère et se réfugie aussitôt derrière la position protectrice de Hilda. Malgré ses tentatives de dissimulation, Megan aperçut son fils et s'approcha de lui en titubant, les bras tendus, les mots embrouillés par l'ivresse. « Spencer, mon cher fils, tu n'es pas dans un orphelinat. Viens voir maman. Tu m'as terriblement manqué. Ne crois pas à ces mensonges, mon amour. Je tiens beaucoup à toi. Ne me trahis pas en restant avec Hilda. Elle te trompe. Reviens vers moi. » L'expression de Megan se tordit de fureur en entendant la réponse hésitante de Spencer. Avec une détermination frénétique, elle s'élança vers lui, l'admonestant vertement, « Enfant ingrat. Je ne tolérerai pas la désobéissance. Rentre chez toi tout de suite. » Reportant son attention sur Hilda, la voix de Megan dégoulinait de venin lorsqu'elle l'interrogea. « Et toi, qui es-tu pour te mêler de nos affaires? Que voulez-vous à mon fils? Tu veux son héritage? Rends-le-moi, ou je te le ferai regretter. » Elle tente d'attraper les cheveux de Hilda, mais des passants interviennent rapidement, retiennent Megan et l'emmènent loin de la scène. L'officier de district, visiblement consterné par le comportement alcoolisé de Megan, l'escorte loin du cimetière, la réprimandant vertement. « Pars maintenant et épargne-toi d'autres embarras. Vous êtes complètement ivre. Tu n'as pas honte? Tu n'as même pas les moyens de t'offrir des funérailles décentes et tu gaspilles ton argent dans l'alcool. » L'esprit de Megan, embrouillé par l'ivresse, crache des injures et se déchaîne contre la décence et l'amour. Son ressentiment à l'égard de ses parents et son dédain pour la maternité couvaient sous la surface. Elle n'avait jamais voulu d'enfant, le considérant comme un obstacle à ses désirs. Mais aujourd'hui, face à la perspective de le perdre, son amertume se réveille. Malgré les protestations de Megan, Hilda et Buck, avec l'aide de l'officier de police du district et le soutien des villageois, obtiennent la garde de Spencer.
La réputation de mère indigne et d'ivrogne habituelle de Meghan a scellé son destin dans la bataille juridique qui a suivi. Spencer a trouvé un nouveau foyer chez Hilda et Buck, qui l'ont accueilli à bras ouverts. Bien que plus âgés, Hilda et Buck ont accepté leur nouveau rôle de parents de Spencer, le traitant comme leur propre chair et leur propre sang. Les fonds initialement destinés à l'opération de Madame Robin ont été réorientés vers les soins médicaux de Spencer. Son aspiration à la normalité et à la capacité de participer aux joies de l'enfance, comme faire du vélo ou jouer au football, les a incités à chercher un traitement pour sa jambe. Alors que le chemin de la guérison s'annonçait long et ardu, Spencer l'a affronté avec une détermination inébranlable, nourri par l'espoir de retrouver sa santé et sa vitalité. Elderly et Buck l'ont soutenu sans relâche, refusant de le laisser désespérer, même au plus fort de la douleur de sa jambe. Après l'opération, le fidèle Duke est resté constamment à ses côtés, comprenant intuitivement les difficultés rencontrées par son jeune maître. Le chien lui léchait fidèlement les mains, se blottissait sur ses genoux, posant sa tête sur le ventre de Spencer, et aboyait joyeusement, apportant de la joie dans le cœur de Spencer. Spencer chérit son chien, le serrant fort dans ses bras et lui apprenant les ordres. Duke s'est avéré être son compagnon le plus loyal et le plus dévoué, et Spencer a trouvé du réconfort dans sa nouvelle famille. Ayant enfin goûté à la chaleur d'un foyer sans la rudesse des réprimandes, de l'ivrognerie ou des brimades, Spencer admire Hilda. Non seulement elle lui préparait de délicieux repas, mais elle passait aussi du temps avec lui, engageant des conversations et lisant ensemble des contes de fées et des encyclopédies pour enfants. Sous les soins de Hilda, Spencer était soigné et habillé comme n'importe quel autre enfant. Après 3 mois de kinésithérapie et de massages assidus, la jambe de Spencer guérit et lui permet de marcher normalement. Buck l'a initié à la natation, et Spencer a trouvé un immense plaisir dans l'eau, passant des heures à nager et à plonger. Au fur et à mesure qu'il embrassait sa nouvelle famille, les souvenirs de sa mère Meghan s'estompaient, remplacés par le contentement et la paix. Avec Buck et Duke, Spencer se rend souvent sur les tombes de ses grands-parents. Malgré la transformation de Duke d'un chiot maigre en un chien majestueux à la fourrure brune, il cherche toujours à se réconforter sur les genoux de Spencer, preuve touchante de leur lien. La présence de Spencer semblait rajeunir Buck et Hilda, leur donnant un nouvel objectif et une nouvelle vitalité. Hilda se réjouissait de son rôle de mère pour Spencer, lui offrant conseil et soutien chaque fois qu'il en avait besoin. Spencer, d'une intelligence remarquable, excellait dans ses études et passait volontiers les week-ends avec sa famille. Son goût pour les activités de plein air, en particulier l'entretien du jardin potager, lui apporte une immense satisfaction. Du désherbage des fleurs à l'arrosage des plantes, Spencer participe avec enthousiasme et prend plaisir à griller des brochettes et à cuire des pommes de terre avec son père d'accueil. Spencer a assumé des responsabilités importantes, comme retourner la viande lors des barbecues, tandis que les chiens gambadaient joyeusement à proximité, courant librement et jouant à la balle avec des bâtons. La vie progresse harmonieusement, même si Meghan continue de lutter contre ses démons, incapable de trouver la paix. Remplie de ressentiment à l'égard de sa propre chair et de son sang, elle considère son fils comme un traître. La famille qu'il a enlevée lui vaut une haine féroce. Comme à l'accoutumée, l'officier de police local est venu disperser l'attroupement qui s'était formé à son domicile. Il réprimande la femme vindicative, marmonnant sous son souffle son irresponsabilité. « Meghan, lui dit-il, tu n'as aucun sens du devoir. Hilda et Buck élèvent votre fils, tes parents ont été enterrés avec leur argent durement gagné. Et pas un centime n'a été retiré du compte bancaire de Madame Robin. Et vous êtes là, à vous noyer dans la boisson, inconsciente de la réalité. Pour qui te prends-tu, Meghan ?» L'avidité brille dans ses yeux. « Quel dépôt ?» demanda-t-elle. « Ma mère a-t-elle de l'argent caché à la banque ? Pourquoi n'ai-je pas été informée ? J'ai du mal à joindre les deux bouts ici. » Le policier lui fait signe de s'en aller, l'invitant à trouver un emploi. « Vous êtes tout à fait capable, affirme-t-il. Mettez-vous en ordre de marche. Je n'en dirai pas plus. »
Paul rétablit l'ordre, apaise les voisins et s'en va, laissant Meghan en pleine contemplation. Intensément motivée, elle fouille dans les affaires et les documents de sa défunte mère, désespérément à la recherche d'un indice sur l'endroit où se trouve l'argent. Déterminée à réclamer le dépôt par tous les moyens, elle réalise que son défunt père a peut-être emporté les documents avec lui lorsqu'il est parti, et qu'ils se trouvent maintenant dans la maison de Buck. Un plan téméraire se dessine dans son esprit, elle se nettoie et s'aventure en ville. Elle achète une petite voiture bon marché et surveille discrètement la maison pendant la procédure. En écoutant attentivement, elle repère la résidence actuelle de son fils. Meghan se dissimule sur un banc du jardin public et attend patiemment. Enfin, le moment attendu arrive, Buck dépose Spencer et s'en va. Saisissant l'occasion, Meghan fila son fils. Discernant l'appartement dans lequel il entrait, elle perçoit un silence à l'intérieur, ce qui indique que Spencer est seul. Voyant là sa chance, elle sonne à la porte. Le naïf Spencer, n'ayant pas regardé par le Judas, ouvrit la porte, surpris de trouver sa propre mère devant lui. « Maman, pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il, interloqué. Meghan se sentit envahie par la colère, réalisant la réticence évidente de son fils à la voir. Réprimant ses émotions, elle se contenta d'un sourire mielleux. « Eh bien, bonjour, Sonny !» s'exclame-t-elle. « Tu m'as beaucoup manqué. »« Es-tu seul à la maison ?» Spencer, inconscient, répondit, « Oui, je suis seul. » Hilder est sorti se promener avec les chiens et Buck est à la station-service. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Meghan n'y prête pas attention et saisit fermement le garçon. « Dis-moi maintenant » exige-t-elle. Pris de peur, le garçon révèle avec anxiété l'emplacement des documents du grand-père en réponse à la demande de ce dernier. Troublé par l'urgence, il s'interroge sur la nécessité de cette démarche et apprend que grand-père est décédé. Perplexe, il demande une explication, mais Meghan, sans se laisser décourager, l'enferme dans la salle de bain et cherche rapidement les documents vitaux dans la chambre de papa. Ignorant les supplications de Spencer, elle bloque la porte avec une chaise et s'empresse de récupérer les documents dans un endroit bien visible du placard, ignorant les cris provenant de la salle de bain. Fermée à clé, Meghan sourit et s'enfuit. Le garçon désespéré, frappant à la porte, supplia sa mère d'ouvrir, exprimant sa peur. Meghan, dans sa fuite, n'a fait que lui répondre de manière dédaigneuse, l'accusant de l'avoir trahi. Hilda, de retour de sa promenade avec son chien, presse le chaos. Les chiens, agités, laissent présager la présence d'un intrus. Entendant les cris de Spencer, elle se précipite pour le libérer, le réconfortant tout en cherchant une explication. Spencer, en larmes, raconte l'intrusion et la trahison de Meghan. Craignant d'être réprimandé, il cherche à rassurer sa mère. Hilda, inquiète, appelle Buck, qui ne tarde pas à revenir. Après un examen approfondi, il s'avère que les documents bancaires de M. Robbins avaient disparu. Buck, comprenant que Meghan tente d'exploiter les finances de la famille, décide de faire intervenir les autorités. Rassuré par les actions de Buck, Spencer se dit soulagé, mais l'incident laisse une trace durable dans la perception qu'il a de sa mère. En grandissant, Spencer excelle dans les études, se concentrant sur les mathématiques à l'école et poursuivant des études d'économie et de banque à l'université. Son ressentiment à l'égard de sa mère persiste, alimenté par l'incident traumatisant qui a marqué ses premières années. Spencer, avec J.K.E. et Bucky, aimait aller faire du jogging dans le parc tôt le matin, alors que toute la ville était encore endormie. C'est là qu'il rencontre Cathy, une charmante étudiante d'une école pédagogique qui, elle aussi, fait son jogging matinal depuis longtemps. Spencer est modeste et timide, il n'ose pas lui parler, il se contente d'admirer son corps mince et souple et ses longs cheveux luxuriants. Leur présentation a été facilitée par Duke, un chien amical et énorme, qui a rattrapé la jeune coureuse, remué la queue et frotté son nez contre elle. Elle l'a caressé et a ri en disant que c'était un bon chien. « Quel est ton nom, mon ami ?» demanda-t-elle. « Dommage que je n'ai pas de friandises, sinon je t'en donnerais une », a immédiatement répondu Spencer. « Voici J.K.E. Mon fidèle ami que j'ai élevé depuis qu'il est tout petit,
et voici le petit Bucky. C'est aussi mon animal de compagnie, et je m'appelle Spencer, j'habite tout près d'ici. La jeune fille sourit et dit que cela signifie que nous sommes voisins, car j'habite également non loin d'ici. Je m'appelle Cathy, ravie de vous rencontrer. Spencer s'était décidé et dit, j'aimerais te rencontrer ce soir, parce que je t'aime bien. Est-ce qu'on peut aller au cinéma ou à un concert, ou peut-être juste se promener? Est-ce que ça te dérange? La jeune fille est ravie et répond, j'ai une meilleure proposition à vous faire. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma sœur, elle a 12 ans et nous organisons une réunion amusante avec des concours et du karaoké. Je t'attendrai à 8 heures. Spencer se sent gêné et dit. Je ne sais pas si c'est gênant. Je ne connais pas du tout ta sœur. Peut-être qu'elle ne sera pas contente de me voir. Cathy rit et le rassure. Oh, non, ne t'inquiète pas, Jenny est heureuse d'avoir des invités, chaque visite est une grande fête pour elle. Quand tu viendras, tu comprendras pourquoi. Spencer a apporté des fleurs et un ensemble de produits cosmétiques pour filles en guise de cadeau. Il est allé rendre visite à Kenny, nerveux et anxieux à l'idée des gens qu'il allait rencontrer et de l'accueil qui lui serait réservé. Mais pour être avec Cathy, il était prêt à tout. Elle avait profondément touché son âme à 6 heures précises, et Spencer frappa à la porte. Cathy ouvrit la porte, magnifique avec ses cheveux flottants et son maquillage minimal. Spencer entre dans la pièce et demande « Bonjour, où est la fille qui fête son anniversaire? Je veux la féliciter. » À sa grande surprise, c'est une jolie petite fille assise dans un fauteuil roulant qui vient l'accueillir. Elle a écouté les félicitations avec embarras et a accepté le cadeau avec plaisir, puis elle plissa les yeux et demanda « Alors, vous êtes le fiancé de Cathy, n'est-ce pas? » Elle est tellement secrète qu'elle ne nous dit rien. Assieds-toi à la table. Je vais te présenter à tout le monde, F. Ce sont surtout des amis de Cathy, mais ce sont tous des gens très agréables. Il est rare que quelqu'un vienne me rendre visite sans eux. Pour ma sœur, je me donnerais beaucoup de mal, les vacances ont été agréables et détendues. Spencer s'est rapidement lié d'amitié avec tout le monde et a participé à des concours. Ce n'est qu'en fin de soirée, alors qu'il est seul avec Cathy dans la cuisine, qu'il s'enquiert discrètement de Jenny. Est-elle malade depuis l'enfance? C'est une fille si gentille. J'ai pitié d'elle, soupire Cathy, qui lui explique. Jenny faisait de la gymnastique et était très prometteuse. Elle avait même le potentiel pour participer à des compétitions. Mais elle a eu un accident tragique à l'entraînement qui lui a causé une blessure à la colonne vertébrale. Nous l'avons emmenée chez de nombreux médecins, et tous nous ont dit qu'elle avait besoin de temps et d'un traitement coûteux. Nous sommes donc en train de collecter des fonds avec l'aide de toute la famille et des amis. Je dois l'aider parce que j'adore Jenny et que je crois qu'elle marchera à nouveau, a affirmé Spencer. Cathy, émue par la gentillesse de Spencer, a déclaré « Vous êtes très gentille. J'ai moi aussi boité dans mon enfance parce que ma jambe n'avait pas bien cicatrisé, alors je sais à quel point c'est terrible d'être méprisée et prise en pitié. Mes parents adoptifs m'ont beaucoup aidée et je leur en suis reconnaissante. Sinon, j'aurais boité toute ma vie. » Spencer poursuit, « Je ne resterai donc pas sans rien faire, j'aiderai de toutes les manières possibles. » À partir de ce jour-là, Cathy et Spencer ont commencé à se fréquenter, et leur relation pleine de compassion et d'attention a duré des années. Spencer a présenté sa fiancée à Hildra et Buck, qui, après avoir appris la situation de Jenny, ont également contribué à la collecte de fonds avec le soutien de leurs proches. Ils parviennent à réunir les fonds nécessaires au traitement de Jenny. Finalement, la courageuse jeune fille retrouve sa capacité à marcher. Le temps passe vite et Spencer est diplômé de l'université. Il a trouvé un emploi de directeur junior dans la banque où on lui avait refusé l'argent de sa grand-mère. Le directeur de la banque, M. Rindy, qui était toujours le même homme désagréable et grincheux avec des lunettes, ne reconnut pas le jeune spécialiste comme le même garçon qui lui avait demandé de l'argent un jour. Pendant ce temps, Spencer a son propre plan. Le jeune homme se consacre à son travail, excellant dans son rôle et grimpant rapidement les échelons de sa carrière. Dans le même temps, il recueille les preuves des fautes commises par le directeur,
Mettant au jour ses sombres projets et ses manipulations, Spencer fait méticuleusement des copies de ses preuves et les rassemble dans un dossier noir. Un an plus tard, Spencer a résolument apporté le dossier au bureau du procureur. Toute la chaîne des manipulations a été démantelée et de nombreuses personnes malhonnêtes ont été démises de leurs fonctions grâce à l'action de Spencer, son courage et sa fibre morale. Spencer est nommé directeur en raison de son succès inégalé en tant qu'employé de banque à l'époque. Monsieur Rindy est furieux et crie à Spencer, « D'où venez-vous? Pourquoi vous ai-je engagé? Êtes-vous le plus honnête ici ou n'avez-vous pas besoin d'argent ?» Spencer, qui regarde attentivement le directeur, répond, « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Il y a de nombreuses années, je suis venu à votre banque avec un grand-père muet, vous suppliant de libérer le dépôt de ma grand-mère. Il y a eu un scandale, vous ne vous en souvenez pas, vous m'avez refusé, vous m'avez mis à la porte, alors que j'avais tous les documents nécessaires, mais vous avez violé les règles et vous m'avez traité comme un chaton sans valeur. Ma grand-mère est morte à cause de vous, et mon grand-père est mort peu après. » Le directeur pâlit et s'assied sur sa chaise, se souvenant de l'incident, et commence à s'excuser, « Je suis désolé. Tu as grandi et tu as décidé de te venger de moi, n'est-ce pas? Je ne voulais pas retirer l'argent de la circulation, c'était une somme importante, mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un mourrait à cause d'elle. Je suis désolé, je peux me rattraper? Je vous donnerai l'argent, mais vous devrez retirer votre déclaration. » Spencer rit, « En fait, je vous suis reconnaissant d'une certaine manière, votre acte méprisable m'a motivé à étudier et à travailler à la banque. J'ai décidé de ne pas me venger, mais de rétablir la justice. Les gens comme vous, avides de l'argent des autres, ne devraient pas gâcher des vies. La police va maintenant s'en occuper, veuillez quitter mon bureau et passer une bonne journée. » L'ancien directeur s'est agité sur sa chaise, réalisant qu'il avait brûlé tous ses ponts. Il tenta d'adoucir la situation en disant, « Mais écoutez, Spencer, une femme nommée Megan Robbins est venue plus tard et a réclamé ce dépôt. Techniquement, c'est donc ta famille qui a reçu tout l'argent. » Spencer applaudit et répond, « Bravo, tu viens d'avouer une autre fraude, comment a-t-elle pu obtenir l'argent si elle avait la procuration de mon grand-père? Ma mère n'a rien à voir là-dedans. C'est la réponse parce que vous lui avez pris des honoraires, une partie de la compte. N'est-ce pas, monsieur Rindy, vous serez tenu légalement responsable de tout. Si vous saviez à quel point je vous ai détesté pendant toute mon enfance et à quel point j'ai rêvé de me venger. Eh bien, c'est fait. Je vais tout changer ici, fini les combines et les fraudes, tout sera juste. » L'ancien directeur de la banque a été poursuivi pour fraude et condamné à une longue peine de prison. Spencer est devenu directeur général et Cathy a ouvert une nouvelle ère d'équité et d'intégrité à la banque. Après avoir obtenu leur diplôme universitaire, Hilder et Buck se sont retrouvés rayonnants de fierté en regardant leur fils, Spencer, se marier et s'embarquer pour un nouveau voyage avec sa bien-aimée. Assis à la réception, ils n'ont pu s'empêcher de verser des larmes de bonheur et de nostalgie en voyant les jeunes mariés valser gracieusement sur la piste de danse. Dans un moment de tendresse, Buck s'est penché vers sa femme et lui a chuchoté, « Nous avons vraiment élevé un jeune homme exceptionnel, Hilda. Il est beau, intelligent et c'est un athlète de haut niveau. C'est un témoignage de notre amour et de nos conseils. » Hilda, serrant son mari dans ses bras, acquiesça. En effet, Buck. Notre voyage a été long. Et nous n'avions jamais imaginé avoir des enfants à notre âge. Pourtant, le destin nous a souri avec Spencer, et regardez combien d'années merveilleuses nous avons partagées. Il est peut-être temps de s'installer définitivement à la campagne. Une vie tranquille avec nos propres poules et un potager florissant. Qui sait, peut-être que nos petits-enfants viendront nous rendre visite un jour. Avec un sourire satisfait, Hilda répondit, « Je suis tout à fait d'accord, Buck. Et j'ai toujours admiré ton rêve d'apiculture. Maintenant que nous sommes à la retraite, c'est le moment idéal pour le réaliser. Je me sens bénie de t'avoir à mes côtés,
ma chère, c'est ainsi qu'ils ont fait leurs adieux à l'agitation de la vie urbaine pour embrasser la tranquillité de la vie rurale. Buck s'est plongé avec enthousiasme dans l'art de l'apiculture, apprenant auprès d'experts locaux tout en aidant Hilda dans ses nouvelles entreprises. Malgré les difficultés, ils ont adopté leur nouveau mode de vie avec joie et gratitude. Les week-ends sont devenus des moments privilégiés pour les visites familiales, Spencer et sa femme, Kathy, perpétuant la tradition. Cependant, leur existence paisible a été momentanément perturbée lorsqu'Hilda est tombée malade, souffrant de fortes douleurs au dos, ce qui a poussé Spencer à l'emmener d'urgence à l'hôpital, alors qu'Hilary, une vieille connaissance, s'occupe d'Hilda dans la salle d'urgence. La conversation s'oriente vers des questions familiales. Hilary fait part de nouvelles inquiétantes concernant la mère biologique de Spencer, qui a été hospitalisée dans le même établissement pour une fracture. Réfléchissant au contraste entre l'éducation de Spencer et la situation de sa mère biologique, Hilda ne peut s'empêcher d'être reconnaissante du chemin qu'elles ont choisi. Bien que Spencer ait entendu la conversation, il choisit de garder ses pensées pour lui, réfléchissant en silence aux coups du sort qui ont façonné sa vie. Lors de l'examen radiologique, la curiosité l'emporte et Spencer ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil dans la 5e salle. À son grand désarroi, c'est une femme âgée, aux rides profondes et aux cheveux gris ébouriffés, qui rencontre son regard. Son regard était empreint de colère et de désagrément alors qu'elle le fixait, marmonnant sans reconnaître son propre fils. « Qu'est-ce que tu regardes, Spencer ?» s'écria-t-il en répliquant. « Je suis désolé. J'ai dû me tromper. » Il quitta le service, ferma les yeux, et un flot de souvenirs d'enfance, incluant des coups et un lapsus, submergea son esprit. La phrase « le ton est sale gosse » résonne à ses oreilles et les souvenirs de ses grands-parents maltraités refont surface. La femme de la 5e salle lui inspire du dégoût et de la répulsion. Au retour d'Hilda de la salle de radiologie, Spencer s'empresse de s'approcher d'elle, s'enquérant avec anxiété de son bien-être et du verdict du médecin. Hilda le rassure, attribuant son malaise à un rhumatisme, et lui fait part du traitement prescrit. Spencer, soulagé, exprime son inquiétude, baise les mains de sa mère et lui fait part de sa profonde préoccupation. Il suggère qu'ils rentrent chez eux et renoncent à jardiner pour la journée, ce qui fait pousser un cri de soulagement à Hilda. En aidant sa mère à monter dans la voiture, il glisse un peu d'argent à Hilary, en chuchotant que c'est pour la patiente du 5e service. Lorsqu'il apprend que la femme a interrogé Hilda, Spencer se défend en soulignant que l'argent était destiné à la patiente de la 5e salle. Sans se retourner, il est parti, laissant Hilary contempler la profonde vérité que celle qui reste debout toute la nuit à s'occuper d'elle et à l'aimer est la vraie mère, pas seulement celle qui a donné naissance. Incapable de se débarrasser de l'image obsédante du visage ivre de sa mère biologique, Spencer réfléchit à la chance qu'il a d'avoir Hilda comme mère. Reconnaissant de son influence, il admet que sans elle, il ne serait peut-être pas devenu quelqu'un de bien. Le lendemain, Spencer se rend sur les tombes de ses grands-parents dans le village. Après avoir passé une heure à s'occuper du cimetière, il s'est assis sur un banc à proximité et a soupiré doucement en regardant la photo de ses grands-parents, Grand-Ma et Grand-Dad. C'était vraiment dommage qu'ils aient dû quitter ce monde si tôt. Il aurait aimé pouvoir les rendre plus heureux. Il l'aimait avec tant de sincérité. Il décida de leur raconter une histoire, celle de sa rencontre avec sa mère biologique, Hilda. Au fur et à mesure qu'il exprimait ses émotions et son amour profond pour elle, le monde sembla s'éclaircir à nouveau. Le soleil est même sorti de derrière les nuages. Grand-mère sourit, heureuse de son petit-fils et des émotions qu'il partageait.